commencer la réunion, nous avons déjà plus de 15 lignes qui sont connectées, enfin maintenant 18. Et notamment, nous avons aussi notre présidente directrice générale qui est Katharina de Albuquerque qui est là. Bienvenue Katharina. Et nous avons aussi José Frade qui est avec nous. Et aujourd'hui, les présentations seront partagées entre moi-même, Katharina et José. Et donc, on va démarrer tout de suite puisque Katharina n'a pas beaucoup trop de temps. Alors, sur le slide ici, vous voyez, donc déjà bienvenue à tout le monde. Je suis très content de vous avoir parmi nous. Et le titre, il est Ne laissez personne derrière. J'ai aussi entendu Ne laissez personne pour compte, ou bien Ne laissez personne en rade. Et je pense que nous pouvons nous accorder sur ce que ça veut dire, même si la terminologie n'est pas la même. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de regarder, de comprendre Ne laisser personne derrière. Et puis, la deuxième partie, ce serait comment utiliser le financement pour éliminer les inégalités. Ce qui veut dire qu'on va essayer de donner un tournant très positif au fait que le financement peut être un levier pour réduire et éliminer les inégalités. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. C'est Ali, slide. Ok, voilà le contenu de ce webinaire. Il est partagé en 4 parties distinctes. La première partie, ce sera que devons-nous savoir sur la nature et l'étendue et les raisons des inégalités. Donc, qu'est-ce que nous devons savoir sur ça. Ensuite, la deuxième partie, c'est que savons-nous vraiment? C'est-à-dire les données, qu'est-ce qu'elles nous disent? La troisième partie, c'est quelques réflexions sur le financement du secteur et son utilisation pour répondre aux inégalités. Et puis, la quatrième partie, ce sera le thème financement à la réunion prochaine, à la réunion des ministres du secteur, qui aura lieu en avril au Costa Rica. Nous allons laisser la parole à Katharina d'abord, ensuite à Monsieur Frade. Et Katharina, comme je disais, c'est notre présidente directrice générale. Vous la connaissez tous. Elle était par le passé rapportrice spéciale sur le droit humain à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et donc, elle vient avec un sacré bagage, si je peux le dire. Et puis ensuite, c'est Monsieur Frade. Son profil LinkedIn dit simplement qu'il est consultant freelance en eau et en assainissement. Mais je pense que il est bien plus que ça. Donc, merci José d'être avec nous aujourd'hui. Et la dernière partie, c'est moi. Donc, juste pour que vous sachiez, là, c'est le version français de notre webinaire. Hier, nous avons tenu 2 versions en anglais et en tout, on a eu une centaine de connexions uniques, ce qui veut dire que c'était quasiment comparable au juillet 2018 quand on a eu les ministres du Nigeria et du Swaziland qui nous ont parlé des ressources financières dans leur pays. Ça montre aussi, donc nous avons déjà plus de 20 participants, 20 connexions uniques ici. Et ça montre aussi l'intérêt dans la réunion, bien sûr, mais aussi le sujet même et aussi peut-être la difficulté à maîtriser ce sujet. Voilà, donc je laisse la première partie, c'est à les slides. Je laisse la première partie à Katharina. Que devons-nous savoir sur la nature, l'étendue et les raisons des inégalités? Bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir de m'adresser à vous sur ce sujet qui est, comme Balvan le disait, qui est aussi important, mais aussi difficile. Et c'est peut-être pour cela, pour cette raison, que nous n'avons pas encore fait les progrès nécessaires et indispensables si nous voulons atteindre l'objectif de développement durable 6 avant 2030. Je vais take over as presenter.
je sais pas dire ça en français. Très bien. Alors, juste pour commencer, j'imagine que vous soyez tous au courant du cadre de SWI, lequel est composé par surtout trois éléments, éléments. Les principes fondamentaux qui sont ici mentionnés comme non, les dispositifs fondamentaux, pardon. Après, les comportements collaboratifs et les principes directeurs. Et les principes directeurs qui sont les valeurs que nous tous, ou que vous tous, partenaires, ont en commun et qui guident vos actions communes. Un de ces principes est bien entendu le principe de l'élimination des inégalités ou, comme Balvin le mentionnait, le principe de ne laisser personne pour compte ou derrière. Également le principe, les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement, ou les droits humains, pour utiliser une version plus politiquement correcte. C'est de nos principes directeurs. Ils doivent guider nos actions et ils sont fondamentaux. Ils découlent non seulement des principes généraux des droits humains, comme la Déclaration universelle des droits humains et d'autres conventions internationales souscrites par vous tous, mais également de l'agenda de développement 2030, des objectifs de développement durable. Je vais continuer. Alors, comme vous le savez, il y a un mécanisme de l'Organisation mondiale de la santé avec l'UNICEF qui s'appelle le Joint Monitoring Program, le programme conjoint de monitoring ou de suivi pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui est connu comme le JMP pour les sigles, la sigle en anglais. Et ils ont pendant des années, comme vous le savez, ils ont commencé à présenter ou à mesurer, à collectionner de l'information en 1990, depuis 90, pardon, qu'ils compilent et ils publient de l'information, y compris sur les inégalités. Et ils ont fait du travail très intéressant et je trouve que c'est aussi leur travail, eux aussi, ils sont les responsables pour mettre ce sujet dans l'agenda international. Et plus tard, je vais vous parler un peu de quelques études qu'ils ont fait. Très bien. La question de l'élimination des inégalités et de l'élimination des inégalités est consacrée et les questions qui ont trait à l'eau et l'assainissement sont traitées à plusieurs reprises dans les ODD. J'ai déjà parlé de l'ODD 6, bien entendu, qui parle de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais nous avons aussi l'objectif 1, plus concrètement le 1.4, dans lequel on mentionne l'obligation ou l'engagement à assurer des services de base aux populations, notamment des services en eau potable, assainissement et lavage de mains. Cible numéro 4, objectif numéro 4, cible 4A, l'objectif a trait à l'éducation. Et l'objectif 3, il a trait à la santé. Et dans tous ces objectifs, il y a ou bien des cibles ou alors aussi des indicateurs, comme vous pouvez le voir, qui ont trait à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Alors, les cibles et les indicateurs, les cibles au moins ont été consacrées dans le document qui a approuvé les ODD, l'agenda 2030 qui a été adopté, comme vous le savez, au mois de septembre 2015, les cibles qui ont été définies, elles sont globales et elles sont ambitieuses. Ça veut dire
que les gouvernements ont une obligation de les adapter à la réalité nationale, à la situation nationale. Ça veut dire que le niveau d'ambition doit être le même que le niveau d'ambition global, bien entendu, puisque vous tous vos gouvernements ont appuyé, ont approuvé les ODD en 2015, mais c'est à vous de définir comment, au niveau national, vous allez atteindre les ODD, ces objectifs, et quelle va être votre feuille de route pour y arriver. Quelles sont les cibles intermédiaires que vous allez fixer au niveau national entre 2015 et 2030? Alors, il y a un principe, une idée fondamentale qui est celle de l'accès à l'information. Sans information, sans données, nous allons jamais connaître la réalité dans nos pays. Et sans données, il va être très facile, entre guillemets, de l'ignorer et de dire « je ne savais pas ». Je ne sais pas, j'ignore, inégalité, non, il n'y a pas d'information. Et hier, on a eu le webinaire en anglais, la deuxième session du webinaire en anglais. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Alors, dans des régions plus pauvres de mon pays, dans les zones rurales, comment est-ce que je peux trouver de l'information? Il y a une obligation juridique, je suis juriste, je suis désolée, de investir dans la collecte, dans de données. Ça veut dire il faut que les gouvernements aient des allocations budgétaires pour faire en sorte qu'il y ait des données sur l'accès à l'eau, assainissement et hygiène, et qu'il y ait une désagrégation des indicateurs. Par exemple, par revenu, sexe, âge, race, ethnicité, statut migratoire, handicap, situation géographique, et je peux continuer. Par exemple, le statut juridique de l'habitation. Est-ce que la personne habite dans un quartier informel ou non? C'est un autre facteur de désagrégation. Et on peut continuer. Qu'est-ce que ce graphe nous montre aussi? Que on a travaillé pendant la période des objectifs du développement du millénaire, on a travaillé dans l'assumption un peu ingénue, je dirais, que si on cible les plus riches, le progrès va se répandre aux plus pauvres. Il va avoir un effet de domino. Et c'est pas ça ce qu'on a vu. On a vu que les différences entre pauvres et riches se sont maintenues ou bien même aggravées. Alors, ce graphe, il nous montre que si on est en train, vous voyez la ligne grise, pour que les populations les plus avantagées, les plus marginalisées, elles arrivent à 100% de couverture en 2030, les investissements, les efforts de la part non seulement des gouvernements, mais également des partenaires de développement, les investissements, et quand je parle d'investissement, c'est pas seulement les investissements monétaires, c'est tous les efforts doivent être plus accentué que pour faire en sorte que les groupes plus avantagés arrivent à 100%. Je pense que le graphe est assez clair. Et dans ce graphe, vous regardez un peu, vous allez arriver à voir que des exemples de
de comment, au niveau national, vous pourriez déterminer et fixer des cibles pour réduire les inégalités en matière d'eau, assainissement et hygiène. Et vous pourriez commencer avec, par exemple, si nous prenons l'assainissement, l'élimination de la défécation à l'air libre, après assurer que tout le monde y a un accès universel à des services de base et etc. Oups, je suis ici en train de faire des erreurs. Voilà, je vais continuer. Ah mon Dieu, j'espère. Ok. Est-ce que vous voyez le prochain slide qui parle des urbains ruraux? J'espère que vous le voyez bien. Alors, vous voyez quatre. Oui, merci. Quel numéro? C'est le sais pas, numéro le 10. 10. C'est le numéro 10. 10, ok. On le Ok, voit. alors, dans ce graphe, et je vois que Johannes, il a dit oui, alors merci de ce feedback. Les progrès dans la réduction des inégalités, c'est le sujet de ce slide. Vous voyez que quand il s'agit de l'accès à l'eau potable, il y a une désagrégation de l'information entre zones rurales et zones urbaines. Et là, vous voyez immédiatement les inégalités, n'est-ce pas? Parce que dans les zones urbaines, les taux d'accès sont plus élevés que dans les zones rurales. Point final. Ici, mais dans les régions, c'est aussi très intéressant. Dans les régions, dans chaque région, vous voyez aussi que les taux d'accès peuvent aussi changer d'un pays à l'autre. Par exemple, dans le pays que vous avez en face de vous, c'est le Soudan, vous voyez que dans la partie du nord du pays, vous avez presque 80% de taux d'accès aux services d'assainissement, tandis que dans une autre province qui s'appelle Gadarif, on a moins de 10% d'accès à l'assainissement. Alors des profondes inégalités au niveau national. Après, dans ce slide, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le progrès en matière d'élimination des inégalités quand nous parlons des revenus, de la richesse. Et dans ce pays, c'est l'Afghanistan, vous voyez comment, vous voyez le taux de couverture d'accès à l'eau potable parmi les plus pauvres, les 20% plus pauvres, les pauvres, ceux qui sont au milieu, les riches et les plus riches. Et vous voyez, c'est comme une photo des inégalités sur la base de la richesse. Les plus pauvres, ils ont moins d'accès, les plus riches, ils ont plus d'accès. Et normalement, si vous comparez ce graphe ou si vous, je sais pas dire groupe O. Pardon? Question number 1, groupe O. Le groupe O. Bonjour. Tab 1. Bullet. Pardon? J'ai pas compris. Je suis désolée. No, Katarina, Sorry? I think you can Ah, je continue. comprends pas. Je continue? Ok. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a très souvent un effet cumulatif des facteurs de discrimination. Ça veut dire que très probablement, les plus pauvres que nous voyons dans ce graphe, peut-être qu'ils habitent dans les zones rurales, ou dans des quartiers informels. Alors, il y a souvent, parmi eux, on pourra trouver des gens qui appartiennent à des minorités ethniques ou qui sont au chômage, par exemple. Ok. Alors, on continue. Pour regarder ici le taux d'accès, le progrès dans la réduction des inégalités dans les écoles. Et là, vous regardez le Cambodge. Et vous savez qu'avant, dans la période des ODM,
on regardait seulement l'accès dans les maisons, au foyer, et maintenant avec les ODD, il y a une obligation de regarder aussi au-delà des foyers. Quel est le progrès que nous sommes en train de faire en matière de réduction élimination progressive des inégalités au dehors des foyers, par exemple dans les écoles? Et vous voyez aussi, par exemple, en matière d'assainissement, vous voyez que dans l'éducation pré-primaire, il y a moins d'accès en matière d'assainissement que dans l'éducation primaire et que dans l'éducation secondaire. Dans le cas de l'hygiène, c'est un peu différent comme vous le voyez. OK. Et ça, est-ce que je vous ai dit, ça c'est au Cambodge, le slide que vous êtes en train de regarder. Le prochain slide, il regarde, et c'est un exercice très intéressant qui a été fait par le JMP, par l'OMS et l'UNICEF. Et ils ont regardé dans les pays dans quelques pays de l'Amérique latine, ils ont regardé quel était le taux d'accès parmi la population autochtone. Et ils ont vu que, sauf dans le cas de l'Uruguay, il y a toujours le taux d'accès de la population et en général, le taux d'accès est toujours plus élevé que parmi les populations autochtones. Et là, on peut de nouveau voir il faut le dire, une discrimination contre les populations autochtones qui probablement sont aussi les plus pauvres et qui probablement vont habiter dans les zones rurales, Point final. Je pense que je dois non, est-ce que je continue? Non, je reste ici, pardon, je veux pas vous confondre, et je suis disponible une fois qu'il faut que je quitte cette réunion dans environ 30 minutes, je serai disponible maintenant à répondre vos questions. Si vous n'avez pas de questions maintenant, et si vous les avez seulement plus tard, vous pourrez nous les faire parvenir, et je peux vous répondre plus tard, mais je serai ravie de pouvoir aussi répondre maintenant. Merci beaucoup. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Alors, c'est Balvin, est-ce que vous m'entendez? Katharina, vous m'entendez? Très bien. Merci, Balvin. OK. Alors, avant que l'on passe à la deuxième partie, juste deux ou trois petites remarques, pas sur ce qu'elle a dit, Katharina, mais sur... juste, voilà. Mettez vos noms et les pays dont vous vous connectez dans la fonction chat. Et les questions, est-ce que c'est allé? On a des questions pour l'instant. C'est allé? No, il n'y a pas de questions. I cannot see any questions in the chat. But in case somebody wants to speak using their mic, I think you could ask. Oui, OK. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole et réagir à ce que vient de dire Katharina? Je peux, pendant que vous réfléchissez, si vous avez des questions, je peux répondre. Oui. Je peux vous mentionner une question qu'on a eue hier, que j'ai trouvée fort intéressante, et à laquelle je peux répondre maintenant si vous voulez. Ce qu'on m'a demandé, c'est le suivant, hier. Comment est-ce qu'on sait où sont les inégalités? Quelles sont les personnes qui sont au risque d'être laissées derrière? Et comme Balvin l'a dit, j'étais rapporteur spécial sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement, et à l'époque, la suggestion que j'ai faite aux États membres des Nations Unies, c'était de leur dire il faut d'abord commencer par avoir des consultations avec des différents acteurs autour de la même table et les écouter. Parce que c'est pas seulement le gouvernement tout seul ne va probablement pas avoir toute la réponse ou une réponse complète à cette question. Il faudra mettre des différents acteurs autour de la table pour discuter des problèmes, et des problèmes qui sont très souvent politiquement assez sensibles, je suis entièrement d'accord, et dans les missions que j'ai fait à plusieurs pays, quand j'étais rapporteur, et je parlais
toujours d'inégalité parce que c'est un sujet qui me passionne et que je trouve ne nous permet pas de faire plus d'avance en matière d'accès à l'eau et l'assainissement. Je sais que c'est politiquement sensible. Mais sans cela, vous allez souffrir d'un effet de boomerang. Ça veut dire que si vous n'identifiez pas le problème maintenant, quels sont les groupes qui ont été laissés derrière, vous n'allez pas pouvoir trouver les mesures, les politiques les plus adéquates pour les résoudre, pour faire en sorte qu'ils arrivent à avoir accès. Et en 2030, vous n'allez pas pouvoir dire à vos pays, à vos citoyens, nous sommes arrivés à un accès universel à l'eau et à l'assainissement. Ok. Catherine, Ok. c'est Joseph. Il y a des questions. Est-ce Alors, que je peux faire un commentaire? Oui, bien sûr. Oui, oui. Je pense que les slides donnent vraiment une vraie évidence de l'existence des inégalités. Certainement que les gens connaissent, ou peut-être veulent savoir, il est peut-être très important de faire l'analyse du pourquoi des causes. Évidemment, il y a des causes sensibles, mais sans les connaître, sans parler d'elles un jour, ou prochainement, etc., ça serait difficile de régler le problème. Et la troisième chose, c'est comment vraiment essayer d'éliminer ou de réduire ces inégalités. Dans la partie 2 que je veux parler, dans ce qui concerne la question financement, je vais faire référence un peu à ça, à certains pourquoi et à certains comment faire. Mais une fois l'évidence elle est là, il me semble que certainement les gens se posent la question des pourquoi et des comment résoudre le problème. Merci, Joseph. Ok. Alors, Katharina, nous avons une question qui vient de la part de Amidou Maïga et qui nous dit quelles sont les explications sur le taux d'accès le plus élevé dans la zone urbaine que dans la zone rurale. Ok. Nous avons, pendant la période des ODM, nous avons travaillé d'une certaine façon. Ça veut dire, il y avait l'objectif, c'était pas un objectif, la cible nous disait réduire en 50% ceux qui n'ont pas d'accès à l'eau ou à l'assainissement. C'était, comme vous le savez, réduire en 50%. Alors, quelle était qu'est-ce que les gouvernements et les partenaires du développement faisaient? Ils voulaient atteindre le plus vite des résultats dans les zones où c'était plus facile d'atteindre le plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Alors, dans les endroits où il y avait une concentration de population plus élevée, c'est les endroits où on allait investir plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pour ça aussi, comme la concentration est plus grande dans les zones urbaines, comme les coûts dans les zones urbaines sont normalement plus bas que dans les zones rurales, parce que si l'on parle dans une zone rurale qui est plus dispersée, dans laquelle la population est plus dispersée, les coûts per capita peuvent être plus élevés. Alors, je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est différent. Il y a aussi une obligation de pas seulement de faire en sorte pas seulement qu'on réduise par 50% les gens sans accès, mais qu'on arrive à un taux d'accès de 100%. Ça veut dire il faut commencer par l'élimination des inégalités. Est-ce que ça veut dire que maintenant il faut investir que dans les endroits où c'est plus cher et plus difficile? Moi, je dirais non. Je dirais qu'il faut avoir, et José, il va parler plus de ça, il faut avoir une analyse et un planning intelligent de comment le faire. Il faut continuer à investir dans les zones urbaines où il y a plus de gens
oui, mais il faut toujours mettre de côté un certain pourcentage du budget de l'eau et de l'assainissement pour les zones rurales qui sont plus dispersées où les coûts sont plus élevés. Mais éliminer les inégalités, c'est pas toujours plus cher, c'est ce que je veux dire. Ça peut même faire du sens du point de vue économique. Si dans les bidonvilles, dans les quartiers informels, il n'y a pas d'accès, oui, ça veut dire aussi que les gens dans ces quartiers ne sont pas connectés au réseau officiel, public. Ça veut aussi dire qu'ils sont en train de payer des tarifs à des vendeurs d'eau privés et que cet argent, il n'est pas en train de bénéficier l'État ou la compagnie publique ou privée qui est en train d'assurer des services en eau potable. Alors, c'est pas forcément il y a dans ces cas, dans des quartiers informels, c'est très souvent plutôt une raison politique qu'une raison économique. Je me souviens d'être en visite dans un pays, je ne vais pas le mentionner, le nom du pays, où je me suis rendu compte que les statistiques nationales ne capturaient pas le taux d'accès dans les bidonvilles, dans les quartiers informels, et le ministre avec lequel j'ai parlé, il m'a dit, mais bien sûr que les statistiques ne capturent pas ces chiffres puisque ces gens sont illégaux. Oui, et je pense qu'il n'y a pas des gens illégaux. Pardon. Ok. Katharina, si vous êtes d'accord, on va avancer un peu. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors, il y a Johannes de GIZ qui pose une question. Quels sont les mécanismes adéquats pour atteindre les plus démunis? Subventions ou non, ou comment avoir des subventions intelligentes? Alors, si je peux me permettre, ça c'est en partie ce dont va parler José Frade. Donc, si vous voulez attendre un tout petit peu. Il y avait aussi une question de Fousseni Traoré qui est de WaterAid au Mali, qui disait préciser les raisons des inégalités. Alors, Fousseni, est-ce que vous voulez vous préciser, s'il vous plaît, la question en prenant la parole directement? Fousseni, la ligne est ouverte, je pense. Oui, bonjour. C'est le collègue de WaterAid Keita qui va préciser sa question. Après, Oui. M. Boukou, vous voudrez la parole. Okay, bonjour. Bonjour. J'ai suivi l'exposé de Katharina, c'est bien ça, sur la première partie. En fait, elle a souligné effectivement les principes directeurs, donc par rapport à la réduction des inégalités de comportement collaboratif. Mais je n'ai pas vu une ou deux raisons qui expliquent effectivement les inégalités et les cibles donc, avec lesquelles on doit travailler pour réduire les inégalités. Ça, c'est ressorti. Mais d'abord, il faut s'attaquer, comme vous l'avez dit, au problème. Quelles sont une ou deux raisons qui expliquent d'abord les inégalités? C'était ça ma question. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie, la dernière partie de la question, vous avez dit? Voilà, la dernière partie de la question, c'est de préciser une ou deux raisons qui expliquent les inégalités. Ok, très bien. Normalement, ce que j'ai vu et mon expérience, les raisons sont multiples. Des fois, les inégalités sont basées, ou les inégalités dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, elles sont basées sur la richesse. Si on est pauvre, on n'a pas d'accès, on n'est pas connecté au réseau. Si on est riche, on a accès. Le statut juridique de ma propriété où j'habite. Est-ce que j'habite dans un bidonville, dans un quartier informel ou non? Ça, c'est un autre facteur.
le passeport que j'ai, la langue que je parle, est-ce que est-ce que je suis un migrant, est-ce que je suis un réfugié, est-ce que je suis un étranger, est-ce que j'appartiens à une minorité ethnique, est-ce que j'habite dans une zone rurale. Ce sont tous des facteurs d'inégalité. Ça va dépendre d'un pays à l'autre et c'est pour ça que je trouve, et ma recommandation, c'est que à travers des dialogues multi-acteurs, chaque pays fasse un exercice d'identification de ses raisons, que chacun fasse un exercice au niveau national de répondre précisément à votre question, Fousseni. Exactement, parce que je pense que nous ne le savons pas. Moi, je suis portugaise et la première fois que j'ai parlé au Portugal sur ces questions, les gens étaient choqués parce que tout le monde pensait que la situation était parfaite. On avait 98% d'accès à l'eau. Et ma question était celle de savoir quels sont les 5%, quels sont les 3% qui n'ont pas d'accès. Et les gens ici étaient choqués, ils ne savaient pas répondre à ma question. Ils ont réfléchi et ils ont compris, c'est une minorité. C'est ou bien les populations gitanes, roms, qui n'ont pas d'accès, des immigrants ou les gens ou les sans-abri. C'est les populations qui n'ont pas d'accès ou les pauvres qui, pour parler d'autres pays, des personnes qui n'ont pas d'argent pour payer leurs factures de l'eau à la fin du mois et dont les connexions sont coupées à la fin du mois. Merci beaucoup. Excellent. Ok. Alors, juste une dernière chose avant de continuer. Katharina, si vous êtes d'accord, on peut prendre une autre question. Peut-être beaucoup voulaient intervenir. Absolument. Oui, Monsieur Bokoum, allez-y. Je vous entends dans l'arrière-plan qui voulait intervenir. Allez-y. Bonjour, M. Balouad. Bonjour, Madame Katharina. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Je suis là avec, franchement, l'équipe du Mali au complet. Hein. Je suis avec ma suppléante, Madame Cissé. L'équipe de WaterAid au complet, l'UNICEF Alain Damélé et la société civile Tabalaba. La CPS, évidemment, M. Koné, et la CF aussi, et d'autres ONG qui sont là. Avec nous, l'équipe du Mali est là présente. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre brillante présentation. Félicitations, Madame Katharina. Franchement, par rapport à un thème d'actualité, ce matin, nous, quand on était en train de tirer le bilan même de 2018, ces inégalités sont palpables. En vérité, surtout entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et je vais entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Au Mali, par exemple, effectivement, les milieux urbains sont plus favorisés que les milieux ruraux. En termes d'investissement, en termes d'accès et en termes de coûts. Cela est très clair. Mais qu'est-ce qui favorise cela? La question de M. Keïta, comme vous l'avez dit, ça dépend du pays. Quand vous regardez aujourd'hui au Mali, moi je dis, c'est très clair, je suis très convaincu par rapport à ces mécanismes de redevabilité minière. Cette plateforme qu'on va mettre en place, le gouvernement, les partenaires techniques financiers, la société civile, les secteurs privés, les instituts de recherche. Dans notre pays, ici, on disait dans un premier temps qu'on n'avait pas de politique, qu'on n'avait pas de vision, qu'on n'avait pas de stratégie. Le Mali a une stratégie depuis 2000. Ensuite, le Mali a révisé la stratégie en 2007. Le Mali a une politique depuis 2006. Et cette politique, c'est comment réduire les inégalités. Cette politique dit clairement il faut donner la priorité aux localités qui n'ont pas de points d'eau, qui n'ont pas de structures d'assainissement, avant de créer d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement a sa part, mais les partenaires techniques et financiers aussi, en tout cas, en ont sa part. Et nous avons vu des partenaires aux Addis à l'époque qui intervenaient dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, ces partenaires n'interviennent dans les milieux ruraux, interviennent dans les milieux urbains.
avec la création des sociétés, parce que là, c'est des prêts, et c'est des prêts qui sont remboursés. Alors, dans les milieux ruraux, dans la plupart des cas, c'est des noms. Et je peux citer quelques partenaires. Et moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Par rapport à cette question, c'est les mécanismes que nous allons mettre en place qui pourraient, à la limite, apporter des solutions. En fait, c'est vraiment un commentaire que je voulais apporter. Et par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que la discussion on pourra en poursuivre. Inch'Allah. Merci encore. Inch'Allah, Inch'Allah, monsieur Bokoum. Merci beaucoup. Katharina, souhaitez-vous réagir à la réaction de monsieur Bokoum? Est-ce que il nous a parlé, il nous a montré qu'il est tout à fait possible d'intégrer les inégalités et d'en prendre compte dans les politiques et dans les stratégies du secteur, et que Mali le fait depuis longtemps, donc c'est excellent. Merci beaucoup. Katharina, quelque chose à dire là-dessus ou est-ce qu'on Non, peut... juste pour dire que je pense que c'est des exemples. C'était numéro un, c'était un plaisir de vous entendre, Monsieur Bokoum, comme toujours. Et je suis vraiment impressionnée par l'équipe du Mali. J'aimerais savoir combien vous êtes dans la salle, la taille de la salle avec tant de monde. Et j'aimerais dire que c'est des exemples comme le vôtre qui nous inspirent et qui vont inspirer d'autres pays, dont la Réunion du Costa Rica, pour montrer que quand on a envie de changer, quand il y a la volonté politique et le leadership, on arrive à changer les choses et à changer le monde. Merci beaucoup pour votre intervention que je pense nous a tous inspirés. Alors, Merci beaucoup, Madame Merci. merci Katharina et merci Balwan. Nous sommes 10 personnes. Oui, vous 10. êtes 10. J'ai mis les images de toute façon dans le WhatsApp que vous allez voir après. Exact. Il y a Oui. Asiat Mali également qui a une question. Ok. Alors, Katharina, si vous êtes d'accord, on peut avancer. Exactement. Ok. Avec plaisir. Merci. À tout à l'heure. Il y avait juste deux petites choses par rapport aux zones périurbaines par notre collègue GVP. Et puis... La question de Johannes sur oui, la régulation. Exact. J'aime ça aussi. Okay. Mais peut-être Bon, je ne peux pas parler. OK. Bon, si vous voulez, on peut y revenir après pour que José Frade il puisse commencer. Exact. OK. Donc, Johannes et puis Monsieur Pi et Monsieur Mbarakou, merci de votre patience. On va y revenir après à ce que vous avez dit. OK. Donc, Monsieur Frade, José, la parole est à vous maintenant. Oui. Est-ce que je peux voir les slides qui sont en présentation? Parce que je n'ai pas accès. Je pense que ma présentation commence avec le slide 23, c'est ça? Allô? Allô? Oui, pardon. Il y a une partie sur quelles sont les sources de données sur les inégalités. Donc, il y a une question de glace et de TrackFin. Ah oui, mais je n'ai pas travaillé sur ça. Moi, je préférais d'aller directement vers le slide 23 pour commencer à parler du financement, des finances, de la partie finance et les inégalités. C'est possible? Oui, absolument. Alors, ce qu'on va faire, c'est, messieurs, dames, on va passer directement au 23. à l'intervention de Monsieur Frade. Et puis, on va revenir à la fin sur glace et TrackFin. OK? Setali, could we go on to slide 24, please? We are there already. OK. Oh, yeah. All right. OK, parce que je vois pas celui qui est en train d'être présenté, mais je me base sur ce que j'ai devant moi, c'est le slide 23. Oui, nous sommes à slide 23. OK, ça va. Bon après-midi pour ceux qui sont dans la zone européenne et africaine où je suis. Pour moi, c'est toujours intéressant de parler des aspects financement qui, dans le secteur de l'eau et l'assainissement, c'est pas facile parce que
Le problème, c'est que les gens connaissent bien le secteur de l'eau, mais un grand nombre ne connaît pas bien la question financement. D'un autre côté, il y a des gens qui connaissent très bien les aspects financement, mais pas beaucoup sur les aspects vraiment critiques de secteur de l'eau et cette liaison. Moi, comme je suis de formation technique, ingénierie, et toujours travaillé plus de 40 ans dans le secteur de l'eau, mais la moitié avec un organisme multilatéral de financement, j'essaie de faire la liaison entre les deux. Et je contacte de plus en plus que dans chaque problème dans le secteur de l'eau, il y a derrière toujours le problème d'argent. Il y a le problème de financement qui, dans la plupart des cas, bloque la résolution du problème. Et je pense que le problème de l'inégalité, et Catherine a mentionné un peu ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources financières pour régler le problème. Alors, je commence par cette diagramme, cette matrice que j'ai préparée l'année passée. Peut-être, c'est certainement la première fois que vous voyez ça, parce que je l'ai préparé exprès pour une petite réunion fermée, je dirais, à Stockholm au mois d'août l'année passée. Mais c'est bien d'avoir l'opportunité de le partager ici avec vous, où j'ai essayé de mettre tout ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on veut voir faire dans le futur sur l'aspect question financement. Et je commence par une méthodologie que j'ai utilisée l'année passée pour l'évaluation de ce problème de financement dans plusieurs pays. On entend la méthodologie de offre et demande, comme on fait pour la gestion de l'eau et des ressources en eau. Et vous voyez que du côté de l'offre, il y a les 3 T, qui sont très bien connus. Il y a les taxes, il y a les transferts, il y a les tarifs. Parfois, il y a une confusion entre tout ça et ce qu'on appelle le repayable finance, ou le blended finance. Et il ne faut pas mélanger ça. Alors, du côté droit, il y a la demande, que c'est surtout le CAPEX, ça veut dire l'investissement soit d'infrastructure, soit de formation, d'assistance technique, et les coûts d'exploitation. Et entre les deux, voilà l'argent et comment il devrait circuler. Alors, en bas, ce que j'appelle le base load, les taxes et les transferts sont les transferts des dons. Sans les dons, c'est l'argent qui coûte moins cher. Alors, cet argent devrait être ciblé surtout et priorisé surtout pour subventionner les investissements pour les pauvres. Il devrait cibler les plus démunis. Et il va aussi être utilisé, et il est fait, pour enlever des contraintes, ou je dirais des bouchons qui existent dans les secteurs qui ne permettent pas que les ressources financières arrivent à la demande. Et la demande du côté des CAPEX, comme je dis, à part la formation technique, il y a en priorité pour les dons, l'expansion des systèmes pour les populations qui ne sont pas encore desservies. Voilà, c'est ça qui fait que on peut atteindre les objectifs de développement durable. Après, il y a l'assainissement, et surtout parce que actuellement, l'assainissement est très derrière encore devant l'eau potable. Et il y a aussi tous les investissements qui sont nécessaires pour améliorer l'efficacité des systèmes et réduire les pertes d'eau, etc. Alors, les tarifs sont les tarifs qui vont permettre de mobiliser des financements qui doivent être payés. Les fonds propres, les obligations, les microcrédits, les prêts commerciaux, les prêts des affaires, les AAA et même les prêts concessionnels. Sans ces tarifs, il n'est pas possible de mobiliser ces ressources financières, comme tout le monde dit, qu'il faut mobiliser et que manque pour vraiment combler le gap financement. Et sont ces tarifs qui vont aider à servir la dette.
Voilà, en bas, j'ai essayé de mettre qui sont les emprunteurs et les bénéficiaires, soit le gouvernement, soit le service d'eau rural et urbain, les usagers, les systèmes de patrimoine. Bon, je pense que on n'a pas beaucoup de temps pour tout comprendre, mais j'espère que dans le futur, cette matrice, ce diagramme puisse être utilisé pour réfléchir un peu comment on doit prioriser les sources financières disponibles. Et je propose donc de passer au slide suivant. Le slide suivant, c'est le diagramme qui est connu de l'OCDE où les 3 T sont là, les transferts, les taxes et les tarifs, et le fait qu'elles ne sont pas suffisantes dans un grand nombre de cas pour couvrir tous les coûts nécessaires qui créent le gap financier. Bon, en prenant ce diagramme et faisant référence à plusieurs défis du secteur qui sont dans les slides suivants. Bon, il y a la question de besoins d'investissement qui sont inconnus pour atteindre les objectifs. Un grand nombre de pays ont déjà vraiment fait l'estimation des coûts d'investissement nécessaires pour atteindre les cibles, les objectifs du millénaire. Ça, c'est vraiment estimer la demande. Après, enveloppe financière existante inconnue. Là, c'est la partie offre. Il est très important que les pays, et un nombre de ces pays, des pays l'ont fait déjà, puissent estimer l'offre actuelle pour, après, savoir très bien quels sont les écarts entre l'offre et la demande. C'est le gap. Voilà, le point numéro 3 du slide 25. Et sur cette base-là, d'une connaissance correcte de les demandes face à plusieurs cibles, ça veut dire que ce n'est pas une demande statique, elle évolue en fonction des objectifs d'atteinte des objectifs de développement durable, évidemment, et qui évoluent au long des années, en fonction des ressources financières qu'on peut mobiliser. Alors, pour ceux qui travaillent dans le secteur de l'eau, notamment dans la gestion des ressources en eau, on connaît bien ce que veut dire le GIR. GIR, c'est gestion intégrée des ressources en eau. Pourquoi le secteur de l'eau ne fait aussi la gestion intégrée des ressources financières? Pourquoi? Est-ce qu'il est possible de le faire pour les ressources en eau et il n'est pas possible de le faire les ressources financières? Pour le faire, c'est simple. Il faut avoir une stratégie. Sans une stratégie financière pour le secteur, on ne sait pas où on est. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut atteindre. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut atteindre. On ne sait pas qui reste dehors. Ça veut dire les inégalités. Et il faut regarder l'aspect de ressources financières d'une façon dynamique. Il faut gérer, il faut avoir un plan stratégique, il faut le gérer pour savoir où on est. Sinon, et pour ça, comme Catherine a mentionné, il faut avoir des données, il faut avoir des connaissances de ce qui se passe, de qui sont les gens desservis, combien d'argent est utilisé pour le secteur. Il y a souvent, je pense que vous travaillez bien sur ces sujets aussi, c'est un de vous, que la manque de données, la manque d'informations, parfois est lié au fait que les systèmes, c'est pas facile à les installer, à créer des bases de données, il faut du temps, il faut de l'argent. Mais j'ai constaté dans plusieurs pays qu'il y a beaucoup de monde qui a peur que ces données soient connues, parce que ce sont eux qui vont juger la performance. Ce sont ceux qui vont mettre en cause la performance de certains services, surtout dans le secteur public.
Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut connaître ces données. Sinon, on ne fera jamais une gestion, on ne fera jamais une utilisation efficace des ressources financières. Bon, en continuant, sur les commentaires sur les slides suivants, fonds publics limite, baisse d'aide extérieure, et évidemment que, voilà, il a un problème. Et il a un problème que les fonds publics sont limités. Mais ils sont limités par quoi? Je veux parler un peu après de ça, du facteur limitatif. Il y a aussi la question, voilà, d'un marché de capital qui est considéré comme non rentable. Et moi, je ferai la liaison entre le 8 et la manque de capacité d'emprunt dans le secteur. Il y a ce que certains disent, l'impossibilité d'augmenter les tarifs. Il y a ce que certains disent que le niveau de base est inabordable pour beaucoup. Bon, je pense qu'il faut lier bien cette question de capacité d'empreinte au service d'eau. Et parfois, cette liaison n'est pas bien faite. Je viendrai sur ce point-là. En même temps, est-ce vraiment le secteur de l'eau est un secteur non rentable? Est-ce que dans le secteur de l'eau, il est vraiment impossible d'augmenter les tarifs? Est-ce que les niveaux de base sont vraiment inabordables? À mon avis, ça c'est une histoire qui n'est pas bien connue et qui n'est pas bien développée. Et tant qu'on ne puisse pas répondre bien d'une façon scientifique à ça, ça serait toujours très difficile de faire mobiliser plus de ressources financières pour le secteur. Et les problèmes vont rester ad aeternum. Et les inégalités vont rester beaucoup plus longues période que on veut. Et on va dépasser 2030, 2040, 2050. Alors, il faut vraiment se concentrer comment on peut augmenter l'offre pour une demande qui n'est pas difficile à connaître. Et je voudrais terminer alors avec quelques questions qui sont un peu liées à ce qui a été dit déjà par Catherine et que je viens de mentionner. J'ai constaté en analysant vraiment cette question d'offre et de demande dans plusieurs pays que pour ces personnes derrière, souvent dans certains pays, ça veut dire pour que tout le monde puisse être desservi, il faudra au moins doubler par exemple le financement actuel, la ressource financière. Mais si on veut en même temps atteindre les objectifs du millénaire, les objectifs de développement durable, là il faut augmenter de 6 fois, ce qui est presque impossible. Alors, quelle est l'option? Ça, c'est la question que Catherine a soulevée au début. Quelle est l'option? Comment on avance? Ce sera très difficile dans la plupart des pays de desservir tout le monde et d'atteindre ce qui est prévu dans les objectifs, dans les ODD, avec les ressources financières actuellement. Alors, il faut faire des choix, il faut faire des priorités. Et on privilégie en premier un service universel et petit à petit on atteint le safely managed, vraiment un service adéquat ou un minimum avec quel niveau de consommation, à quelle distance, etc. Ça, c'est deux options qu'il faudra faire. En ce qui concerne l'inégalité, moi je voudrais parler de ce que j'ai mentionné dans le webinaire qui l'année passée avec les ministres de Nigeria et de Swaziland, 4 majeurs manques de solidarité dans le secteur et que limite ils sont derrière certaines inégalités. Alors, le premier que je veux mentionner, c'est le manque de solidarité entre ceux qui sont déjà desservis et ceux qui ne sont pas desservis. Il a une pression énorme
soit à niveau du gouvernement, soit à niveau des gens qui sont desservis, pour ne pas faire augmenter les tarifs. Conséquence de tout ça, c'est qu'on ne peut pas mobiliser plus de ressources pour financer les infrastructures de ceux qui ne sont pas encore desservis. Un autre type de manque de solidarité est entre les générations. Le fait qu'on ne fait pas le renouvellement des actifs, des infrastructures actuelles suffisamment, fait que ce sont les nouvelles générations qui vont payer ça. Est-ce qu'elles ont la capacité de le faire? Oh non. Et le manque de renouvellement comme il faut va se transférer vers les nouvelles générations. Est-ce que ça c'est équitable? Troisième niveau de manque de solidarité, c'est comme on est parlé, Karine l'a mentionné, et c'est une cause de l'inégalité, c'est qu'il est beaucoup moins cher, du point de vue unitaire, de desservir les zones peuplées, les grandes villes, avec une densité de population élevée, et les petites zones urbaines, le périurbain ou les zones rurales. Pour le coût par personne desservie est beaucoup plus élevé. Alors, ça veut dire que dans le passé, on a priorisé les zones que coûtent moins. Parce qu'on avance avec les objectifs, on a avancé avec les objectifs millénaires, surtout dans les zones avec densification de population très grande. Il faut regarder ça. Et je dirais que la quatrième, c'est la manque de solidarité régionale ou géographique entre ceux qui habitent dans une zone où il y a beaucoup d'eau, où il y a des sources, où il coûte très peu de la capter de l'eau et de même la traiter avec du chlore, et ça coûte très peu. Ou les gens qui habitent dans les zones où il faut faire un forage de 400 mètres de profondeur, très cher, il coûte beaucoup plus. Alors, il faut vraiment regarder tout ça et voir, est-ce que on ne doit pas privilégier, utiliser les dons, les ressources publiques pour régler ces problèmes. Et avec ça, vraiment réduire les inégalités. Je pense que derrière ça a une bonne explication, une façon de régler ce problème. Les dons, troisième question, c'est que les dons, il me semble qu'ils ne ciblent pas bien encore les pauvres. Ça veut dire qu'on devrait prioriser plus les dons, l'argent qui coûte moins cher, pour desservir les plus démunis. Soit en faisant des infrastructures qui sont nécessaires pour eux, soit en permettant qu'ils puissent avoir des prix accessibles. Regardez par exemple le système tarifaire qui est vraiment très populaire, qui sont le paiement du service par échelon progressif. Ce système il permet que tout le monde a accès aux dons, même ceux qui n'ont pas besoin, parce cet échelon est universel. Est-ce qu'on ne peut pas, et certains pays, je pense qu'on font déjà ça, ou dans certains secteurs, par exemple de l'énergie, on fait déjà ça. L'échelon dit social, il est seulement disponible pour pour les plus pauvres, pour les démunis. Ce qui permet que de libérer des dons pour faire d'autres choses. Un autre problème qui est vraiment la question de la ressource et tarif, c'est une connaissance insuffisante vraiment de la volonté et de la capacité à payer. Il y a un fait de blocage qui vient de dire que les tarifs ne peuvent pas augmenter sans le savoir, ce qui bloque la mobilisation de ces ressources. Et en résultat de ça, je pense que dans la politique tarifaire, le rôle du tarif social est très important et il n'est pas peut-être suffisamment exploité et il ne cible pas suffisamment seulement les plus démunis et les plus pauvres. Un autre point important, c'est l'importance du cadre organisationnel des services d'eau et assainissement dans l'accélération de l'accès aux plus démunis. Il a été mentionné par Catherine avant que, une question a été soulevée
sur pourquoi, par exemple, dans les zones rurales ou dans les zones où les urbaines plus petites, il y a encore un retard, il y a encore des inégalités. Est-ce que il n'est pas lié au cadre fragmenté des services? Est-ce qu'il ne faut pas grouper plus? Est-ce qu'il ne faut pas fusionner plus? Parce que plus petit est le service, moins de capacité de fonctionner, plus bas en moyenne est la performance. Et c'est pour ça qu'il peut être plus difficile, il prend plus longtemps de assurer les services de eau, assainissement, hygiène à tout le monde. Revenons aux ressources financières, taxes, transferts et tarifs. Je pense qu'il faut être plus clair, et je ne veux pas donner les réponses maintenant au rôle de chacun. Et sa relation avec ce que j'avais dit, les repayable finance, les prêts, les obligations, les fonds propres, il est bien connu. Quel est le facteur limitatif de chacun de ces ressources? Et il faut le savoir pour après savoir combien et comment on peut les faire augmenter. Est-ce qu'ils sont les mêmes pour les 3T? Non, ils ne sont pas les mêmes. Le facteur limitatif des taxes, c'est la compétition avec d'autres secteurs. Parce que l'argent vient du contribuable. Le facteur limitatif des transferts sont vraiment liés aux politiques d'assistance internationale, des bilatéraux, des accords bilatéraux entre le pays et les autres pays. Le facteur limitatif de tarif est complètement différent. C'est la capacité à payer, ou la volonté à payer. Et le fait que les facteurs limitatifs sont différents fait que pour faire augmenter les ressources financières, on doit jouer avec ces facteurs limitatifs. On ne peut pas vouloir faire augmenter les trois de la même façon, parce qu'ils sont limités par des contraintes différentes. Et je pense que je termine ici mon intervention. Merci. Excellent. José, merci beaucoup de votre intervention. Alors, est-ce que donc c'était une intervention très riche en matière, avec beaucoup de choses sur le financement, mais moi, je vous remercie et je vous félicite pour la liste des questions que vous avez fournies, puisque c'est cette liste qui va permettre des réflexions dans chaque pays sur les voies à suivre. Donc c'est excellent, merci beaucoup. Est-ce que à ce point, Nathalie, nous avons des questions ou est-ce qu'on peut passer à la prochaine partie? Allô? Oui. C'est qui est à l'appareil, si je peux dire? Ouais. Alors, mais vous le présentez. ok. Alors, puisque nous avons un petit souci de connexion et dans l'intérêt du temps, on va avancer. Et puis, José, est-ce que vous pouvez rester avec nous un tout petit peu? Est-ce que vous devez... Oui, pas de problème. Je suis disponible. Je reste. Excellent. Merci beaucoup. Je vais juste avancer sur la prochaine question. Et je demande à ce que tout le monde se mette en mode silencieux, s'il vous plaît, parce qu'on a pas mal d'écho. Voilà. Donc, alors, c'est à lire le prochain slide, si tu veux bien.
Le prochain, et donc c'est la dernière partie que je vais commencer. Alors, nous avons entendu parler des inégalités, nous avons entendu parler du financement pour lutter, de financement du secteur en général, et puis du financement pour lutter contre les inégalités. Alors maintenant, on va revenir aux choses un peu plus immédiates et plus concrètes, qui sont le financement à la réunion des ministres du secteur au mois d'avril. Donc, je vais commencer par une petite brève. Bon, ceux qui sont la mémoire institutionnelle de leur pays ou de leur entité vont se rappeler que le SWA a l'histoire du financement et le traitement du financement au sein du SWA, c'est aussi vieux que le SWA lui-même, c'est-à-dire une décennie. Donc, quand le SWA a été créé en 2009, dès la fin de ça, nous avons eu les brèves économiques. Et puis, à toutes les réunions des ministres du secteur, nous avons des sessions plénières sur le financement. À commencer par la réunion de 2012, où il y a eu l'économie de l'eau et l'assainissement. 2014, il y a eu les investissements intelligents. Et puis, en 2016, nous sommes passés des objectifs millénaires aux objectifs de développement durable. Et nous avons aussi adopté officiellement les dispositifs fondamentaux du SWA. Et vous vous rappellerez qu'un des dispositifs fondamentaux, c'est le financement. Un des comportements collaboratifs porte sur le financement. Et donc, nous avons déjà traité à plusieurs reprises ces questions de financement. Alors, il y a aussi l'outil de calcul des coûts des ODD. Donc, c'est un outil qui a été élaboré en amont de la réunion de 2017. Et plus de 30 pays ont utilisé cet outil pour faire des estimations, y compris avec des désagrégations qui permettent de répondre aux inégalités. Et puis, nous sommes maintenant en train de préparer la réunion de Costa Rica. Et à propos de ça, on passe au slide prochain et je vous rappelle tout juste la structure de cette réunion des ministres du secteur. Et on va revenir sur les inégalités et le financement au prochain slide. Alors, la structure, il y aura 4 plénières et chacune des plénières est menée par un des groupements de partenaires. Donc, c'est soit le groupement du secteur privé, soit le groupe de travail du secteur privé, soit c'est le groupement des organismes de la société civile, soit c'est les gouvernements, etc. Et nous allons avoir ces 4 sessions plénières et puis 3 dialogues ministériels. Et ce sont les dialogues qui portent sur la collaboration, donc comment tirer profit de la collaboration sectorielle. Il y a un dialogue particulier pour le financement pour l'élimination des inégalités, et puis prendre la mesure des progrès depuis la réunion des ministres du secteur de 2016 et depuis à quel point les inégalités ont été prises en compte dans ces progrès. Voilà, donc ça va être un peu la structure globale de la réunion des ministres du secteur. On passe au prochain maintenant, où je vais parler très rapidement puisque nous avons déjà dépassé la marque d'1 heure. Donc, je vais parler rapidement du thème financement de la réunion des ministres du secteur. Alors, on vous a envoyé la note d'orientation et le financement il figure au premier plan puisque un des thèmes spécifiques pour le financement, c'est comment atteindre la viabilité financière chez les fournisseurs de services au assainissement et hygiène, tout en assurant aux pauvres et aux vulnérables les services abordables. Donc, ce thème spécifique comprend plusieurs éléments. Par exemple, s'il faut augmenter les tarifs et s'il le faut, comment le faire. Ensuite, comment choisir les bons modèles et les bons niveaux de service et comment améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts. Comment protéger les pauvres lorsque les prix sont prohibitifs, inabordables, et comment pallier à l'écart financier qui est existant dans la quasi-totalité des pays.
et notamment en utilisant le secteur privé dans les partenariats public-privé. Donc le financement va figurer au premier plan à la réunion des ministres des secteurs. Et slide. Voilà. Ce slide, il vous présente les questions que les ministres doivent, autour desquelles les ministres doivent parler, c'est-à-dire et présenter et discuter. Donc les questions, vous pouvez les utiliser comme guide pour la préparation de votre pays, mais à titre indicatif. Ce ne sont pas les seules questions et ce ne sont pas toutes les questions qui doivent être abordées. Donc la première, c'est à quel obstacle faites-vous face dans votre pays lorsque vous entreprenez la réforme des tarifs et comment est-ce que vous surmontez ces obstacles. Donc ça, c'est une chose. Une question assez importante. Une deuxième question, c'est quelles sont vos réussites dans l'amélioration de l'efficacité chez les fournisseurs de services. Cette amélioration qui rend plus viable ces fournisseurs au niveau financier et moins dépendant des fonds publics. Alors, comment avez-vous réformé les tarifs, mais cette fois-ci au profit des pauvres? Quels sont les mécanismes de subvention que vous avez mis en place? Ensuite, une question plus globale sur le financement du secteur, c'est avez-vous réussi à faire augmenter les budgets pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène, les budgets publics, les allocations publiques? Ensuite, avez-vous élaboré une stratégie de financement et un plan d'investissement pour le secteur? Si oui, est-ce que cette stratégie et ce plan vous ont apporté des avantages? Et sinon, vous considérez que vous avez besoin d'élaborer une stratégie financière et un plan d'investissement. Voilà, donc c'est une gamme de questions. Allons de très pointilleuses jusqu'à assez globales et on espère que ça va permettre au ministre de présenter les réussites réelles des différents pays et aussi de nous faire part de leurs préoccupations et des défis. Voilà. Alors, maintenant pour les choses un peu plus pratiques, qu'est-ce qui va se passer lors du dialogue ministériel? On passe au slide suivant, c'est Ali. Le dialogue, donc, il vise à explorer une vaste gamme d'exemples qui viennent des pays et des partenaires et à identifier, à explorer la réplicabilité. Donc, est-ce que c'est transposable tel quel? Est-ce que c'est adaptable pour d'autres pays? L'agenda de ce dialogue ministériel de 82 minutes, il y aura un discours d'ouverture et de motivation, ce qu'on appelle le Ignite Speech. Ensuite, 2 à 3 ministres vont faire des présentations PowerPoint durant de 5 à 8 minutes chacune. Et donc, suite à cela, il y aura d'autres ministres qui vont être invités à commenter, c'est-à-dire non pas à l'aide des présentations PowerPoint, mais avec un petit discours qui est déjà préparé. Et puis, il y aura les échanges autour des choses qui sont soulevées. Ensuite, les autres pays qui ne sont pas représentés par les ministres seront ensuite invités à intervenir s'ils le souhaitent. Et à la fin, juste avant la clôture, les facilitateurs de ce dialogue vont inviter les personnes ressources pour faire des retours sur ce qui a été dit lors du dialogue. Donc, c'est un dialogue, et comme tous les autres dialogues, c'est un dialogue assez bien cadré pour pouvoir tenir dans le temps et pour être constructif, et en même temps qui laisse la place à des discussions plutôt libres et plutôt franches. Voilà ce qui va se passer lors du dialogue ministériel. On passe au prochain slide, c'est Ali. C'est si votre ministre souhaite parler lors de ce dialogue ministériel sur le financement, voilà comment préparer votre ministre. Alors, la première chose à faire, c'est se référer à l'orientation que nous vous avons déjà fournie, et c'est une orientation, c'est une note d'orientation notamment. Ensuite, vous allez aussi avoir un descriptif de ce dialogue ministériel, comme avoir le descriptif de chaque dialogue ministériel dans les semaines à venir. Ça va vous donner le cadre et l'étendue. Ensuite, vous
vous pouvez préparer l'intervention de votre ministre pour répondre à certaines ou à d'autres questions que ce que j'ai présenté. Alors, lorsque les ministres font une présentation, il y aura 3 slides à présenter. Et en fait, on va vous fournir le modèle aussi, bien sûr, pour ces présentations. Il y a un slide sur l'état des lieux, donc les statistiques clés sur les défis auxquels fait face le pays, les écarts financiers, les stratégies de financement, les statistiques sur les fournisseurs de services, etc. Et puis, il y a un slide à préparer sur les solutions possibles ou existantes pour répondre aux défis. Quelles sont les actions qui sont en cours ou qui sont prévues? Et puis, un autre slide sur la réflexion sur la situation du pays. Une réflexion critique et globale sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que le ministre il souhaite entendre de d'autres pays. Et voilà, pour les ministres qui sont invités à faire une présentation. Et je vous rappelle que il incombe au pays de nous signaler lequel des 3 dialogues ou lesquels des 3 dialogues le ministre choisit pour intervenir. OK. Et sur la base de ça, on va essayer de tenir compte et de satisfaire aux souhaits de tout le monde, sans toutefois pouvoir le garantir. Alors, les ministres qui ne vont pas faire une présentation officielle sont invités à réagir de manière spontanée sur ce qu'ils ont entendu, sur les questions qu'ils ont préparées, et ils peuvent, s'ils le souhaitent, aussi préparer une petite intervention à l'avance portant sur un besoin ou une opportunité spécifique sur laquelle ils veulent entendre parler ou sur laquelle ils veulent intervenir. Voilà comment préparer le dialogue ministériel. On vous demande un peu de patience, on va vous fournir le descriptif détaillé de ce dialogue dans les semaines à venir. Alors, c'est allé le slide prochain qui porte sur les données et les preuves, les evidences pour préparer les délégations. Il faut comprendre ce qui a changé avec l'adoption des ODD. Il faut comprendre pourquoi il est important d'atteindre l'ODD. Il faut rassembler les analyses passées en termes de besoins et en termes d'écart de financement. Et il faut aussi pallier aux données manquantes, notamment entre autres, par l'utilisation de l'outil de calcul de coûts. Donc, j'ai dit auparavant que cet outil a été utilisé par plus de 30 pays partenaires SWA et le retour globalement a été très très positif. Donc, les pays trouvent que c'est un outil assez utile. Et puis, sur la base de ces retours, on peut vous recommander de l'utiliser pour pallier aux données manquantes. Alors, aussi, vous connaissez le cadre conceptuel du SWA. Il y a un dispositif fondamental et un comportement collaboratif, les deux portant sur le financement. Et vous pouvez analyser l'état où en est votre pays en utilisant GLASS et Washpat. Donc, c'est GLASS, vous connaissez, et Washpat, c'est le Bottlenecks Analysis Tool. C'est l'outil d'analyse des goulots d'étranglement. Ensuite, et enfin, déterminer les actions nécessaires et la faisabilité et le réalisme de ces actions pour pallier à l'écart financier. Par exemple, en augmentant les tarifs, en améliorant l'efficacité, en explorant d'autres financements. Voilà ce dont vous aurez besoin en termes de données. Et sur le slide prochain et l'avant-dernier, quels sont les messages clés pour les ministres et les délégations? C'est allé, next slide, please. Voilà, thank you. Alors, les messages clés, voilà quelques-uns des messages. Ce sont des messages tout à fait à titre indicatif. Un des messages clés, c'est que les politiques et les cibles nationales doivent être mises à jour pour prendre en compte et les aspirations et la terminologie des ODD. Alors, on a vu, j'ai parlé au Maroc tout à l'heure, au gouvernement, aux représentants du gouvernement, et ils sont en train de faire ça, ce qui est une chose très nécessaire aujourd'hui dans l'ère des ODD. Alors,
une stratégie de financement robuste qui soit basée sur des preuves solides et sur une analyse approfondie, eh bien, une stratégie de financement robuste est nécessaire pour motiver l'action. Et ça, il y aura pas mal de témoignages qui disent, qui témoignent de la vérité de ce message. Alors, le financement pour le secteur EAH doit être multiplié pour atteindre les cibles nationales. Ça, encore, c'est une sorte d'évidence qui nous est ressortie à partir de l'analyse financière des écarts et des besoins et des ressources existantes. Alors, un autre message, c'est que les investissements doivent être conçus comme un bien social et économique, donc un bien vital, afin d'obtenir le soutien des hauts niveaux politiques. Donc, il y a aussi une petite évolution à faire sur comment on conçoit même les investissements et comment on les perçoit pour pouvoir avoir le soutien des hauts niveaux politiques. Alors, la réforme des tarifs doit être explorée et puis les fournisseurs de services doivent être mieux réglementés et soutenus afin de les rendre plus viables financièrement. Ça, ce sont des messages ciblés parlant des tarifs et des fournisseurs de services. Voilà quelques messages clés pour les ministres et pour les délégations en ce qui concerne le financement. Et puis, je termine tout juste avec une transition un peu abrupte, mais une transition vers le processus préparatoire pour la réunion des ministres du secteur. Donc, je vous ai parlé un peu de l'état actuel. Sachez que on vous a envoyé la note d'orientation à peu près tout le monde et aussi les invitations aux points focaux qui ont été envoyées. Alors, je me suis déjà entretenu avec une dizaine de pays francophones et donc que j'ai cité, et donc je les remercie très vivement pour surmonter les contraintes temporelles et informatiques et de m'avoir parlé. Il y a deux autres à qui je vais parler bientôt. Et une chose qui est ressortie de ces conversations, c'est que les feuilles de route de la plupart des pays sont assez claires. Et à quelques exceptions près, ces feuilles de route tiennent sur 3 étapes. Donc il y a la première étape qui est l'élaboration par une cellule centrale, par une petite cellule, l'élaboration du document qu'on appelle la fiche pays. Donc ça, c'est la première étape. Et dans la plupart des pays, cette cellule centrale, c'est le gouvernement et l'UNICEF. Et dans certains pays comme le Mali, la cellule centrale est déjà très grande. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième étape, c'est de partager ce document, donc ce rendu, cette fiche pays, de la partager avec le secteur de manière générale pour un retour et pour des modifications. Et la troisième étape, c'est de le valider et de le présenter à l'ensemble du secteur et au ministre. Alors, ce sont la feuille de route globalement que suivent les pays. Alors aussi, en termes de la préparation des pays, nous avons confirmation de la participation au niveau ministériel de 20 pays, y compris de 11 pays francophones. Donc, merci de votre réactivité pour ces confirmations. Alors, vous savez sans doute qu'il y a 2 rendus dans le processus préparatoire. Le premier rendu, c'est la fiche pays, dont on parle dans toutes les conversations bilatérales. Et le deuxième rendu, c'est les présentations sur les dialogues ministériels. Donc, il vous incombe au pays de nous signaler quel dialogue ministériel votre ministre souhaite parler, et puis de préparer les présentations de ces dialogues ministériels. Et une dernière chose, voilà, une autre chose qui apparaît dans les conversations bilatérales, c'est en termes d'engagement à déclarer et à prononcer lors de la réunion. Alors, une grande majorité des pays nous signalent que leurs ministres vont présenter quelques engagements à la réunion des ministres du secteur. Et je vous rappelle qu'on vous encourage très vivement à extraire des engagements existants dans vos plans sectoriels, dans vos stratégies sectorielles.
Voilà, sur une petite mise à jour sur la réunion des ministres du secteur. Tout de suite après, je dois parler au Mali, qui sont assez nombreux et, sur cet appel. Et puis, j'invite les autres pays à me saisir pour organiser des réunions, des conversations bilatérales. Merci. Donc, je pense que nous sommes exactement à 1h30 du début de depuis le début du webinaire. Donc, je vais m'arrêter là. On vous remercie à tous d'être ici. On va laisser la ligne ouverte un tout petit peu de temps et profiter de la présence de Monsieur Frad, si jamais il y a des questions. Et entre-temps, je demande à tout le monde qui est présent de bien vouloir saisir vos noms et vos pays dans la fonction chat. Et nous avons actuellement, nous avons une vingtaine de connexions disparates. Et je sais que sur certaines connexions, il y a plusieurs personnes qui sont présentes. J'ai la preuve photographique pour le Mali, mais aussi il y a le Burkina où il y a Sponge, le gouvernement et l'UNICEF. Il y a le Bénin où il y a plusieurs personnes. Et donc, je remercie tout le monde juste de saisir vos noms. Et maintenant, on peut passer aux questions. Si vous en avez, je peux vous laisser la parole. Et c'est Ali. Est-ce que nous avons des questions pour l'instant? Balwant, nous avons beaucoup de questions. I think there's one question on the costing too. Maybe we can take that quickly. But then I see that there are a lot of questions. I don't think that we can resolve all of them now. Perhaps we can do an FAQ that we can then circulate. Yes. Okay. Alors, Sitali, could you just send me that question on the costing tool? I put it in the chat for you. Oh, you did? Yes. Okay. Alors, alors juste, on va peut-être revenir à une question de Johannes qui nous avait parlé de la régulation pro-pauvre. Et puis, en fait, nous sommes déjà à 1h30 de la réunion, messieurs, dames, donc on est désolé de ne pas pouvoir prendre les questions de tout le monde, mais on va faire une sorte de FAQ, donc Frequently Asked Questions, et on va compiler des réponses pour ces questions-là. Donc on va y répondre en différé si vous êtes bien d'accord. Alors, à qui est-ce qu'on donne la parole? Déjà, est-ce que Johannes de GIZ il souhaite prendre la parole? Johannes? Johannes has left, I think, Balwant. Ok, Johannes has left. Alors, donc, Johannes et Katarina, tous les deux sont partis. Alors, alors, Moussa Montero, je voudrais savoir si la représentante de l'UNICEF est en ligne. Je ne crois pas qu'elle soit en ligne actuellement sur ce webinaire. Monsieur Nyonzima de Burundi dit qu'il espère qu'il y a des personnes qui suivent. Alors, juste, Burundi, merci de tous vos efforts de nous rejoindre. Vous n'avez pas pu, mais on va mettre en ligne et les slides, et l'enregistrement, et le résumé, et les questions fréquentes. Donc, on espère pouvoir pallier à ce problème technique qui vous a empêché de vous mettre en ligne. Alors, Moussa, il dit il faut procéder à la sensibilisation des populations. Alors, on y reviendra dans les questions-réponses. Alors, on avait une question sur est-ce possible de réduire les inégalités pour certaines couches si, au préalable, les politiques ne les priorisent pas. Alors, encore, Fosseni, si vous permettez, on y reviendra parce que ça nécessite une réponse un peu détaillée et un peu experte. Dimension culturelle, merci Moussa de votre commentaire. On va l'intégrer aussi.
Bonaventure qui demandait si l'objectif 6.2 de l'ODD ne prend pas déjà en compte cette problématique de ne laisser personne derrière. Donc pour cela, je vous invite à regarder le slide 6 de cette présentation où il y a des questions de cibles et des indicateurs ODD. Donc on y trouvera quelques éléments de réponse et puis on va y revenir un peu plus en détail plus tard. Alors, je suis désolé, j'essaie de... Qu'est-ce que l'outil... oui, voilà. Est-ce que l'outil de calcul de coût est disponible et accessible? Bien sûr, cet outil, il est disponible et il est en ligne. On va vous envoyer le lien vers cet outil. Et nous avons la chance d'avoir l'équipe UNICEF, donc nos collègues de l'UNICEF qui sont très actifs. Et si on a une demande assez grande, on pourrait même essayer d'organiser une session une sorte de formation sur cet outil. Nous avons déjà eu une trentaine de pays, enfin même plus, qui ont utilisé cet outil. Et donc on va le mettre à votre disposition, bien sûr. On va vous donner le lien pour y accéder. Et si vous nous exprimez la volonté, enfin l'envie plutôt d'avoir une formation sur cet outil, on peut voir si on peut aussi organiser une formation comme ça. Donc sans aucun problème. Alors voilà, je pense qu'on a un peu regardé ce qu'il y avait comme question. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole en live pour poser des questions ou pour réagir avant qu'on close cette réunion? Okay, Shitali, I don't think we've had any questions, have we? No, okay, there are several other questions, but also just from Hamidou Maiga in Guinea, just saying that we share the PowerPoint. Hamidou, on va le faire, on va partager les slides bientôt. And then he's also just given us the details of who he's with in Guinea. Balvant, it's not, Guinea is not on the list of countries you've had the bilateral with, no? Non. Je n'ai pas encore pu parler au Conakry. Ok. Mais j'espère pouvoir le faire dans les jours à venir. Ok. Hamidou, si vous voulez, votre ligne est ouverte et si vous voulez dire si c'est possible pour avoir une discussion bilatérale avec Balvant, on peut l'organiser. Votre ligne est ouverte si vous voulez parler. Ok, merci beaucoup, Citali. Merci à toute l'équipe. Je suis avec une grande équipe, on est 5. Nous voulons juste dire qu'on a reçu le message de Balwan et qu'on va lui répondre dans les 48 heures pour lui fixer une heure pour qu'on puisse échanger. OK? OK, excellent. Super. Voilà, merci. Merci beaucoup. Citali, it's 1 hour 45 minutes. What do we do? No, I think we can close. You are remaining on the line with the team from Mali, right? Yes. Okay, so just make sure that you are done within about an hour or so because you will soon be having Spanish people here joining. It's not today, Citali. No, it's not today, but we have a few more that we're just doing a bilateral with. It will take me much shorter than that. Okay. Alors, du coup, quelques derniers mots de remerciement. Je pense que entre les webinaires en anglais hier et le webinaire